Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Je vous remercie d'être venus pour cette conférence d'aujourd'hui qui va nous ramener à la première, puisque nous revenons en Égypte, à une autre époque bien postérieure à celle pharaonique que nous avions abordée la première fois avec Nicolas Grimal. Et j'ai le grand plaisir de présenter le conférencier d'aujourd'hui, mon collègue, confrère et ami Jean-Pierre Mahé, dont l'érudition me confond toujours, qui est à la fois donc un grand spécialiste de l'Arménie, de l'Arménie classique, de la Géorgie, d'autres langues caucasiennes qui sont à peine connues par ailleurs, et aussi de la pensée hermétique de l'ère hellénistique et des textes gnostiques transmis en copte, à propos dont il a dirigé la publication et la traduction, enfin l'un des responsables de la traduction dans la Pléiade. Et il va nous parler aujourd'hui, justement, revenir à ces premiers exploits, puisque, comme vous le savez, il a lancé une polémique qui n'est pas près de retomber, après le Festugière, les grands travaux de Festugière qui estimaient que l'hermétisme était un produit purement grec, hellénistique. Jean-Pierre Mahé, avec Hermès en Haute-Égypte, a montré les origines égyptiennes de cette sagesse mystérieuse, pour le coup, qui va nous présenter aujourd'hui. Je lui laisse volontiers la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Mémoire et sagesse ont trouvé leur potion, s'écrie triomphalement le dieu Teut, brandissant devant Pharaon les hiéroglyphes qu'il vient tout juste d'inventer. Ce dieu que les Égyptiens représentent comme un ibis ou un babouin n'est autre que Thoth, le scribe sacré, auteur des livres de la maison de vie, scriptorium ou bibliothèque des temples. Vous voyez ici le scribe Nebmertouf de la 18e dynastie, au pied du maître de son art, de l'écriture, Thoth, représenté par un babouin. Dans le Phèdre de Platon, Teut se flatte que l'écriture gravée sur des stèles de pierre guérit les défaillances de la mémoire humaine. Il y voit un souverain remède à l'oubli. Grâce à l'écriture, pense-t-il, la sagesse primordiale, accumulée par les anciens durant des millénaires depuis les origines du monde, se transmettra de génération en génération. En vain, Pharaon proteste que l'écrit, loin d'être un médicament salutaire, est une drogue mortelle qui étouffe la mémoire. On se hâte d'oublier tout ce qu'on croit archivé. Au lieu d'inscrire en soi-même les préceptes de la sagesse, on s'en décharge sur des supports matériels qui éclipsent la pensée. Quel heureux temps que celui où les Aèdes récitaient les épopées, non point d'après des livres, mais par tradition orale. En ce temps-là, le maître des vers n'était pas un simple jeu rythmique, mais une arme mnémotechnique. Et pourtant, c'est l'écrit qui a triomphé. On cultive aujourd'hui le mirage des mémoires d'outre-tombe ou des anti-mémoires. On vante le miracle dont Shakespeare s'émerveille dans un de ses sonnets, « That through black ink, my love may still shine bright ». Un célèbre conte fantastique égyptien, l'aventure de Satné Kamoïs avec les momies, transmis sur un papyrus démotique du IIIe siècle avant notre ère, met en scène le prince Khaemua VII, fils de Ramsès II et grand prêtre de Ptah à Memphis. Dans cette fiction romanesque, le héros tente de voler à la momie d'un magicien, je cite, « un écrit efficace, un livre que Thoth a tracé de sa propre main et dont la lecture suffit à élever au-dessus des dieux ». Ce projet sacrilège suscite tant de cauchemars prophétiques et tant de châtiments divins qu'il est voué
à l'échec. Mais le thème de la quête du livre, de l'écrit magique, contemporain du Big Bang, de l'émergence de l'être, traverse les âges, déborde la barrière des langues et le mystère des hiéroglyphes pour inspirer aux Grecs installés en Égypte depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à l'expansion arabe, le mythe d'Hermès Trismégiste. Hermès est l'interprétation grecca du dieu Thoth. L'historien Hérodote nomme Hermopolis, c'est-à-dire la ville d'Hermès, ce que les Égyptiens appellent la ville des huit, en copte Shmoun, en référence à l'Ogdoad, c'est-à-dire aux 8 divinités primordiales dont Thoth est le scribe. Quant à Trismégiste, ce n'est à l'origine qu'un simple superlatif. En effet, dans les inscriptions égyptiennes, très grand appliqué à Thoth se dit Aa, Ur. On répète 3 fois le verbe ou l'adjectif grand A et on ajoute très Ur à la fin. Les Grecs ont d'abord décalqué cette formule. Ils ont dit le très grand Dieu, le grand Hermès, Mégistos, kai Mégistos, Théos, Mégas Hermès. Puis ils ont abrégé en formant l'adjectif Trismégas ou Trismégistos, 3 fois grand ou 3 fois très grand. L'épithète se comprenait d'elle-même pour les locuteurs bilingues, connaissant à la fois le grec et l'égyptien. Mais elle intriguait ceux qui ne savaient que le grec. Pourquoi Hermès est-il 3 fois très grand ? Au tournant du 1er et du 2e siècle de notre ère, Martial, le poète satirique latin, pose la question sans y répondre. À lui seul, écrit-il, Hermès est tout, et il est 3 fois 1. Hermès, omnia solus et ter unus. Cette énigme défie l'arithmétique, mais rien de tel que l'échec de la raison pour raviver le mythe et en imprégner la pensée. Je vous cite un oracle, qu'il ne cesse de chercher celui qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il trouvera, il sera bouleversé. Une fois bouleversé, il s'émerveillera et il régnera sur le tout. La triplicité d'Hermès a donné lieu à 3 hypothèses. Premièrement, on a pensé à une simple affaire de famille. On sait qu'en Orient, le petit-fils aîné porte souvent le nom de son grand-père paternel. Ainsi, Thoth, aïeul des Hermès, a pris soin de graver ses enseignements sur des stèles qu'il confia à son fils Bongénie, en grec Agathodémon, puis le fils d'Agathodémon, appelé Hermès comme son grand-père, traduisant en grec les stèles hiéroglyphiques, mérita l'appellation de Trismégiste parce qu'il réunissait en lui l'auguste tradition de 3 générations de sages. Recueillie par les chroniqueurs byzantins, cette légende passa ensuite dans l'historiographie arabe, qui relate la vie des 3 Hermès, habitant respectivement la Haute-Égypte avant le déluge, puis Babylone, et enfin Madinat Misir dans la région du Delta. En fin de compte, Hermès devient un nom de famille qui se transmet de génération en génération. Hermès Thoth, Hermès Agathodémon, Hermès Trismégiste. Ce prosaïque émiettement généalogique répondait mal aux aspirations mystiques des adeptes de Trismégiste. Pourquoi le même est-il 3 en 1 ? On chercha des explications ésotériques, d'où une 2e hypothèse sur le nom de Trismégiste. Au contraire des magiciens ordinaires qui traitent avec les démons et les puissances des ténèbres, Hermès avait la réputation
d'écarter les maléfices pour n'agir qu'en accord avec la divinité suprême. On tint donc son appellation de trismégiste pour une sorte de profession de foi en un Dieu unique qui serait composé d'une triple grandeur. Du IIIe au Ve siècle de notre ère, les apologistes chrétiens usèrent et abusèrent de cette conception trinitaire. Dès l'origine des temps, prétendait-il, par exemple Lactance ou Cyril d'Alexandrie, Thoth avait annoncé le mystère divin de la Sainte Trinité. Bien sûr, c'est un contresens, sauf si l'on mustile les textes, comme le firent justement Lactance et Cyril d'Alexandrie. À cause de cette transmission fragmentaire, les humanistes du XVIe siècle n'eurent guère le choix. En dehors de brefs extraits patristiques ou alchimiques et de l'Asclépius latin cité par saint Augustin, ils ne connurent de l'hermétisme qu'une anthologie byzantine du XIe siècle dénommée Pimander ou Poimandres, d'après le titre de son premier extrait. Dès que ce livre mystérieux arriva de Grèce à Florence, Cosimo dei Medici, l'Ancien, se sentant parvenu à la fin de sa vie, fut si impatient de connaître ces révélations arrachées à la nuit des siècles, qu'il ordonna au fils de son médecin personnel, le philosophe Marsilio Ficino, d'interrompre sa traduction en cours des œuvres du grand Platon pour se consacrer aux enseignements hermétiques. Ficino acheva sa tâche en 1463, quelques mois seulement avant la mort de son mécène. Circulant d'abord sous le manteau par copie manuscrite, la traduction latine de Trismégiste fit bientôt l'objet d'éditions pirates qui inondèrent l'Europe et nourrirent toutes les controverses religieuses du moment, aussi bien sur les sacrements contestés par la Réforme que sur le dogme trinitaire. C'est pourquoi Marguerite de Navarre écrit « On ne saurait, Père et Fils de Mandère, Saint-Esprit plus clair qu'en Pimander ». Que veut dire Pimander? Les Grecs comprenaient le mot poimandres comme une haplographie de poimen andres, le pasteur des hommes, composé de poimen berger plus aner, homme. En réalité, il y a toute chance que poimandres soit un emprunt du grec à l'égyptien. En copte, peimenre signifie la connaissance de Ré, en l'occurrence le dieu solaire, qui se présente à Hermès comme intellect de la souveraineté absolue. Mais, quoi qu'en dise Marguerite de Navarre, la révélation de Pimander ne nous livrait pas des précisions suffisamment claires pour authentifier la triade ou la prétendue trinité des hermétistes. Bien des siècles passèrent quand, en 1947, un meurtrier en fuite, caché dans un cimetière du sud de l'Égypte, découvrit fortuitement une jarre pleine de papyri copte. L'un des cahiers contenait un dialogue hermétique inconnu, enseignant que les trois puissances divines dévoilées par la triple grandeur de Trismégiste ne se nomment pas, contrairement à ce que croyaient les pères de l'Église et les humanistes de la Renaissance, Père, Fils et Saint-Esprit. Ces relations purement familiales cèdent la place à d'opaques abstractions philosophiques qui sont justement au nombre de trois, inengendré, autogène, engendré. Tels sont en tout cas les mots que je lus en décembre 1974 au musée copte du Vieux-Caire avec l'équipe américaine de James Robinson. Mais j'étais alors bien loin
de saisir la portée intellectuelle des textes coptes de Nag Hammadi. La quête du livre ne se limite pas à la découverte d'un objet matériel. Elle n'atteint son but que si l'on saisit pleinement le message reçu. Celui qui trouvera l'interprétation des paroles secrètes ne goûtera pas à la mort. Qui peut se vanter de sonder jusqu'au fond les mystères? C'est peut-être une question de patience et de temps. En tout cas, troisième hypothèse sur le nom de Trismégiste, certains lecteurs antiques d'Hermès ont estimé que l'interprétation correcte des oracles de Thoth exigeait plus de temps qu'une existence humaine. Trismégiste, ont-ils cru, a mérité son nom parce qu'il est né en Égypte, non pas une fois, mais 3 fois, et à 3 époques différentes. Chacune de ces 3 vies fut consacrée à la méditation philosophique, et la 3e fois, je cite, « il s'est reconnu lui-même ». Reconnu, non pas comme on reconnaît sa photo ou son reflet dans un miroir. En effet, ce type de reconnaissance ne concerne que l'aspect visuel d'une personne, contenu dans un corps tridimensionnel, composé des 4 éléments, promis au vieillissement puis à la décomposition de la mort. Ce que Hermès Trismégiste a vu est purement intellectuel, car son corps périssable a été absorbé, je cite encore, par l'homme essentiel, dévoilant le modèle éternel des personnes humaines, le type idéal de chacun d'entre nous. Bribes éparses d'un grand livre d'Hermès, morcelés par l'injure des siècles, les livres hermétiques grecs qui prétendent s'inspirer des stèles hiéroglyphiques de Thoth tentent de reconstruire l'itinéraire mythique du sage. À la place des 3 vies successives de Trismégiste, les dialogues hermétiques d'enseignement s'efforcent d'offrir au lecteur un raccourci compatible avec les limites moyennes d'une existence humaine. Ouvrir un livre et s'y plonger, c'est s'arracher au tumulte de l'instant présent, toujours instable, aussitôt remplacé par l'instant suivant. C'est renouer avec le calme de l'immuable éternité, suspendre le flux héraclitéen de la fuite du temps. Le temps qui, selon Platon, est une image vagabonde de la permanence de l'être. Une telle sérénité n'a pas cours dans notre monde sublunaire. Pour la rejoindre, il faut rompre le cercle des 7 sphères planétaires, règne d'erreur et de passion, pour gagner la 8e sphère, l'Ogdoade, résidence des constellations fixes et des âmes rationnelles. En vue de cette ascension, les stèles hiéroglyphiques d'Hermès Thoth sont, si j'ose dire, la meilleure piste d'envol. En effet, à l'écriture alphabétique des Grecs, qui morcelle les discours en mots, les mots en lettres et les idées en arguments, les hiéroglyphes de Thoth opposent la globalité de l'idéogramme et l'instantanéité de l'image. Ils remplacent, ou ils prétendent remplacer, l'intarissable verbiage de la philosophie grecque par le silence fécond de l'intelligence. Pardonnez-moi de citer ici un texte très célèbre de Plotin, qui était exactement contemporain des hermétistes. C'est une des rares notices grecques sur la nature des hiéroglyphes. Je cite, « Pour désigner les choses avec exactitude, les sages de l'Égypte n'usent pas de lettres dessinées qui se développent en discours et en propositions représentant des sons et des paroles. Ils tracent des images, dont chacune est celle d'une chose distincte. Ils les gravent dans les temples
pour désigner tous les détails de cette chose. Chaque signe gravé est donc une science, une sagesse, une réalité, saisie d'un seul coup, et non pas comme une suite de pensées, un raisonnement ou une délibération. Alors, de cette sagesse où tout est ensemble, sort une image qui se déploie en une autre chose et se formule en un assemblage de pensées, découvrant les raisons par lesquelles les choses sont ce qu'elles sont et faisant admirer la beauté d'une telle composition. Gardons-nous de confondre ce morceau de bravoure avec une description scientifique. Plotin, qui ne parle pas l'égyptien et qui ne lit pas les hiéroglyphes, n'est évidemment pas en mesure d'expliquer leur fonctionnement. Son analyse n'est donc pas égyptologique, mais gnoséologique. Elle repose sans doute sur les explications qu'ont pu lui donner des savants égyptiens, mais plus sûrement encore sur l'opinion commune des lettrés grecs d'Égypte. En opposant les signes alphabétiques grecs aux pictogrammes égyptiens, le philosophe entend surtout insister sur le contraste entre deux facultés cognitives d'inégal niveau. D'un côté, le discours, logos, lié à la temporalité, partiel et progressif, qui énonce chaque chose l'une après l'autre, sans jamais parvenir à l'exhaustivité. D'autre part, l'intellect, nous, à la fois global et instantané, qui embrasse toute la réalité d'un seul coup d'œil, qui contient d'avance toutes les assertions qu'on pourra en déduire. Je cite, « Le discours, logos, n'atteint pas jusqu'à la vérité, mais l'intellect, nous, est grand, et lorsqu'il a été guidé par le discours jusqu'à un certain point de la route, il englobe d'une seule pensée tous les êtres. » À ce compte, un texte en hiéroglyphe épargnerait à son lecteur l'interminable cheminement du discours et confronterait directement la conscience à l'intellect qui transcende à l'instant toutes les étapes. Mais les enseignements d'Hermès Trismégiste, petit-fils de Thoth, qui prétendent être des transpositions de l'égyptien, sont pourtant écrits en caractère grec alphabétique. Alors comment peuvent-ils prétendre conserver les vertus de l'original? Pour concilier le principe des hiéroglyphes intraduisibles avec la réalité des dialogues hermétiques en grec, l'auteur des définitions d'Asclépius au roi Amon recourt à une ingénieuse mise en scène. Il nous transporte en imagination au temps très reculé où le sage Asclépius Imhotep, disciple direct d'Hermès Thoth, présente à un pharaon légendaire nommé Amon les tablettes hiéroglyphiques de son maître. Distinguons clairement les époques. Au temps où sont rédigés les écrits hermétiques grecs que nous lisons aujourd'hui, c'est-à-dire 2e, 3e siècle de notre ère. Asclépius Imhotep, premier inventeur de la médecine, est supposé mort et divinisé depuis des millénaires. Chacun sait qu'il repose, je cite, dans un temple du désert de Libye, près du rivage des crocodiles, très précisément à Arsinoé Crocodilopolis, dans le Fayoum. On ne saurait donc le confondre avec son homonyme Asclépius, disciple d'Hermès Trismégiste, petit-fils ou plutôt lointain descendant d'Hermès Thoth. Aux temps antiques où vivait Imhotep, Alexandre n'avait pas encore conquis l'Égypte. Les rares Grecs qui visitaient le pays avant la conquête n'étaient pas des colons étrangers, mais des marchands ou des touristes, ou même des touristes culturels, qui se faisaient déjà remarquer par leur extravagante suffisance et leur complète incompréhension de la culture égyptienne.
Pour se prémunir contre leur indiscrétion, Asclépius Imhotep avertit solennellement le roi Amon. Je cite, « Garde-toi bien, ô roi, de laisser traduire ce discours, de peur que de si grands mystères ne tombent entre les mains des Grecs et que le verbiage empoulé de leur rhétorique ne flétrisse et ne fane la vertu efficace des vocables de notre langue. Car les Grecs, ô roi, n'ont que des discours vides, juste bons à fournir des démonstrations. Toute leur philosophie n'est qu'un vain bruit de mots. Au contraire, nous, les Égyptiens, nous ne prononçons pas de ces paroles creuses, mais des sons tout chargés d'efficacité. » Comment se fait-il que Trismégiste, petit-fils de Thoth, soit passé outre à cette interdiction? Le traité sur l'intellect suggère que les enseignements hermétiques en grec résultent non pas d'une décision personnelle de Trismégiste, mais d'une lente évolution. Agathodémon, fils de Thoth et père de Trismégiste, a lui aussi été divinisé après sa mort. Il est devenu bon génie, le dieu premier-né. De ce fait, tous ses dits, toutes les paroles qu'il a prononcées de son vivant ont valeur d'oracle inspiré. On entrevoit ainsi que, sans enfreindre l'interdiction de traduire les écrits de Thoth, Agathodémon les a résumés oralement en de brèves sentences qu'on pouvait, au besoin, commenter dans une langue étrangère à l'usage de visiteurs venus de loin pour s'instruire de la sagesse égyptienne. Tel fut sans doute le cas de Solon d'Athènes, comme le raconte Platon. Du vivant d'Agathodémon, ces sentences n'ont pas été traduites ni écrites. Quant à Trismégiste, il n'a fait que franchir un pas supplémentaire en rédigeant en grec les commentaires oraux de son père, Agathodémon, sur les enseignements de Thoth. En recommandant au roi Amon que les écrits hiéroglyphiques de Thoth ne fassent l'objet d'aucune traduction écrite, Asclépius Imhotep n'a pas proscrit toute interprétation orale. La prestation d'un interprète ressemble à celle d'un comédien ou d'un chanteur. Elle est éphémère et instantanée. Elle n'a pas vocation à laisser la moindre trace écrite. En grec ancien, produire une traduction écrite, métagraphein ou métaphrasein, est une opération distincte de l'interprétation orale, herménein. En accomplissant son rôle d'interprète, herméneus, Trismégiste n'a pas transgressé l'interdit. En fin de compte, les sentences et les dialogues hermétiques grecs sont de simples canevas, je dirais presque des indications scéniques, à peine plus que des scolites metteurs en scène, pour permettre à un cercle d'initiés de revivre et reconstituer l'enseignement oral de Thoth. Ce sont les derniers maillons d'une longue chaîne de transmission qui prétend remonter en amont des époques historiques, au temps des dieux des origines, où le dieu Caméphis et les autres divinités issues par génération spontanée du limon primordial entreprirent de façonner l'univers. C'est pourquoi les usagers alexandrins de ces écrits aspirent à retrouver le livre primitif, tables, stèles et obélisques, où Thoth grava de ses propres mains le récit authentique du surgissement des êtres. Où se trouve aujourd'hui cet écrit fabuleux? Non en un point de la Terre, localisable par GPS, mais en un lieu mythologique, un topos daimonios, comme l'écrit Platon, c'est-à-dire littéralement un endroit, topos, génial, daimonios, un lieu divin et chargé de mystère, que Platon appelle aussi
l'eimone, c'est-à-dire la prairie, là où les âmes vertueuses, définitivement libérées des liens du corps, remontent vers le ciel, croisant les âmes novices qui descendent sur terre pour animer les corps des nouveau-nés. Les hermétistes sont persuadés que Platon s'inspire ici de Trismégiste, qui décrit lui aussi ce point de rencontre de l'achevé et du virtuel, révélant à ses disciples le double mouvement des âmes remontant ou descendant selon leur mérite. Je cite, « Ah, si seulement tu pouvais t'envoler, dit le maître aux disciples, te poster entre ciel et terre pour observer la solidité de la terre, la fluidité de la mer, la liberté de l'air, l'ardeur du feu, la marche des étoiles. Quelle vision de béatitude que de contempler tout cela en un instant, l'immobile qui se met en mouvement et l'invisible qui se rend visible à travers ce qu'il crée. » Tel est le point extrême de la contemplation hermétique, le niveau qu'il faut atteindre pour découvrir le livre primitif de Thoth. On pourrait peut-être songer au Geviert, le célèbre quadripartie de Martin Heidegger, où le point oméga d'épiphanie de l'être se cache derrière l'intersection des diagonales du quadrilatère des existants, le ciel, la terre, les hommes, les dieux. Remonter vers ce lieu n'exige aucun moyen mécanique, car l'ascension n'est pas spatiale, mais méditative. On peut expérimenter, quand on le veut, l'ubiquité de la pensée. Je cite, « Ordonne à ton âme de se rendre en Inde. Elle sera là-bas plus vite que ton ordre. Ordonne-lui de s'envoler au ciel. Elle n'aura même pas besoin d'elle. Rien ne l'en empêchera. Ni le feu du soleil, ni les terres, ni le tourbillon de l'univers, ni les corps des autres planètes, se frayant un chemin à travers tous ces obstacles, elle s'élèvera dans son vol jusqu'au corps le plus éloigné. » La même mobilité est aussi concevable dans le temps, pourvu qu'on vainque la crainte de la mort. Je cite, « De même que tu es sorti du ventre, de même aussi tu sortiras de ce corps. De même que, sortant du ventre, tu ne te souviens en rien des choses du ventre, de même aussi, sortant de ce corps, tu ne te souviendras de rien de ce qui est à lui. Temps et espace ne nous sont pas extérieurs, ils sont en nous. Ce ne sont pas des réalités palpables, mais pour le dire en langage kantien, des formes a priori de notre sensibilité. Pour s'en rendre compte, il suffit, selon Hermès, de descendre en soi-même jusqu'à la couche de l'âme la plus profonde, c'est-à-dire à la fois la plus ancienne, la plus immatérielle, celle qui est issue de la 9e et ultime sphère céleste, l'Énéade, demeure de l'intellect divin qui se pense lui-même. Pour accéder à cette couche intime de la conscience, il faut se libérer du corps, de la sensibilité, des passions et des vices planétaires. L'exercice serait long et pénible s'il ne dépendait que des forces humaines. Bien peu auraient l'endurance de le pratiquer jusqu'au bout. Mais c'est ici qu'intervient le livre authentique de Thoth, qui n'est pas un objet inerte, mais une parole vivante. Parfois, cette parole n'attend pas qu'on vienne la chercher, mais elle se porte d'elle-même au secours de ceux qui ont oublié l'origine sidérale de leur esprit. Le genre littéraire de ces contes fantastiques est commun aux écrits hermétiques des 2e, 3e siècles et aux actes apocryphes des apôtres, dont les plus anciens sont à peu près contemporains. Dans les actes syriaques de l'apôtre Thomas, dont le nom signifie « jumeau », parce qu'il est le double corporel du Sauveur céleste, un jeune prince
fils du grand roi de l'Orient, est envoyé en Égypte pour y délivrer la perle, symbole de l'âme intelligente, retenue prisonnière de la sensualité charnelle, incarnée par un dragon. Hélas, le messager, piégé par ses hôtes, succombe au plaisir de la table et de la boisson. Il oublie sa mission et tombe dans un profond sommeil. Ses parents, informés de loin de sa mésaventure, lui envoient une lettre qui s'envole sous la forme d'un aigle, se pose devant le prince et prend aussitôt la parole. Le jeune homme s'éveille de sa torpeur, il se met en route, tue le dragon, récupère la perle et regagne sa patrie céleste sous la conduite de la lettre. Certes, les gens du commun ne jouissent pas des mêmes écarts que les fils de rois. Non qu'il leur faille toujours se lancer dans de longs et périlleux voyages. Il leur suffit parfois d'une poussée de fièvre et d'un peu d'imagination pour passer à travers les murailles comme le héros de Marcel Aimé. Ainsi, Balinos, nom arabe d'Apollonius de Tyane, célèbre magicien de l'Antiquité tardive, raconte lui-même comment il découvrit, sans sortir de sa ville natale, la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Je cite, « Il y avait là une statue de pierre sur un pilier d'or. On y lisait « Regarde-moi, je suis Hermès, triple par sa sagesse. J'ai érigé ici, visible aux yeux de tous, cette enseigne de prodige. Puis je l'ai voilée par ma sagesse, afin que nul ne la comprenne, qui ne soit aussi sage que moi. Cependant, sur la statue, du côté face, on lisait dans la langue des origines, naturellement le syriaque, que Dieu parlait avec Adam, que celui qui veut apprendre les secrets de la création et le dessein de la nature regarde sous mon pied. J'étais encore un peu novice à cause de ma jeunesse, mais dès que ma nature se fortifia, je lus cette inscription et me mis à creuser sous la colonne. Et voilà que j'atteignis une salle souterraine, baignée de ténèbres, où ne perçait aucun rayon de soleil. Des vents s'y élevaient, ne cessant de souffler. Dans cette obscurité, je ne pouvais m'aider de la lueur d'un flambeau qui n'eût pas résisté à la violence des vents. J'étais donc impuissant, déchiré de chagrin, terrassé de torpeur, cependant que mon cœur s'occupait à réfléchir aux problèmes auxquels j'étais confronté. Là-dessus m'apparut un vieillard qui avait exactement ma forme et ma stature. Il me dit « Balinos, relève-toi et entre dans cette salle. » Je répondis « Mais je ne vois rien dans le noir. » Il répliqua « Balinos, enferme ta lumière dans un verre transparent. » Je repris cœur et sus que j'allais atteindre mon but. Je lui dis « Qui es-tu, toi qui m'as rendu un tel service ?» Il me répondit « Je suis ton essence subtile, portée à sa perfection. » Alors, plein de joie, je sortis de mon rêve et pénétrai dans la salle. Voici que j'y trouvai un vieillard siégeant sur un trône d'or qui tenait en sa main une table d'émeraude où il était écrit « Description de la nature ». Devant lui se trouvait un livre intitulé « Mystère de la création, science de la raison des choses ». M'en emparant sans hésiter, je quittai la salle. Je devins renommé pour ma sagesse. Je confectionnai maints talismans, accomplis maints prodiges, reconnus les mélanges des quatre éléments, leurs affinités et leurs aversions. Au premier abord, ce récit semble assez banal. Il n'est pas si difficile de comprendre que le pied de la statue désigne en fait la colonne qui lui sert de socle, ou encore qu'on protège avec un verre la flamme de sa lampe. Ce que Balinos rapporte de son incursion souterraine, les mystères de la création et la science de la raison des choses,
se résume en fin de compte aux talismans et aux recettes magiques dont il fait commerce comme magicien de province. Mais le vrai pivot de l'histoire consiste dans la rencontre de Balinos avec le vieillard, qui se présente comme son essence subtile portée à la perfection. Selon le Poimandres, chaque individu porte en lui l'homme matériel, c'est-à-dire le corps, et l'homme essentiel, c'est-à-dire l'intellect. Reconnaître l'intellect, c'est retrouver en soi l'image divine. C'est rencontrer le double céleste, porteur de la lettre, qui ravive la conscience du jeune prince dans les actes de Thomas. Dans les dialogues hermétiques d'initiation, la régénération spirituelle s'opère justement par cette vision de soi-même, qui est le but ultime de la quête du livre. La recherche peut être longue, aléatoire et périlleuse. On se risque sur des sentiers à peine frayés, semés d'embûches et de mystères. On ne connaît pas d'avance l'itinéraire, on le découvre au fur et à mesure que l'on progresse. Chaque étape énonce une énigme, chargée d'une angoisse aussi menaçante que la question du sphinx à Édipe et à tous ses infortunés prédécesseurs. Dans un apocryphe copte, les apôtres s'embarquent tous ensemble, sur ordre du Seigneur, pour une destination inconnue. De quoi sont-ils en quête? Ils ne le savent même pas. La première escale les mène dans une île perdue au milieu des mers. Posant pied à terre, ils s'enquièrent du nom de l'île. Ce n'est pas un toponyme ordinaire comme Rhodes ou Samos, mais une phrase énigmatique, un conseil aux étrangers qui débarquent. Demeure et persévère dans l'endurance. En principe, puisqu'ils sont apôtres, ils devraient sans tarder catéchiser les habitants. Mais c'est l'inverse qui se produit. Un inconnu leur fait la leçon. Il se présente comme le marchand Litargoël et promet des perles fines à qui voudra le suivre jusque dans sa patrie. Sur cette proposition, les apôtres reprennent la mer et atteignent une ville dont le nom est à nouveau une énigme. Dans 9 portes, rendons gloire à Dieu, car la 10e est le sommet. On entend aisément la métaphore. Les 9 portes sont les sphères célestes et la 10e est le lieu où Dieu réside. Cette quête spirituelle n'a plus rien d'une croisière dans les îles grecques. C'est une sorte d'ascension intérieure. Dans les livres d'astronomie attribués à Hermès, le ciel comporte 9 étages qui reflètent exactement les 9 niveaux de l'âme humaine, puisque celle-ci est d'origine céleste. Le traité sur l'Ogdoade et l'Énéade enseigne comment on peut faire monter sa pensée jusqu'à la 8e sphère, demeure des constellations et des âmes rationnelles, puis s'élever jusqu'à la 9e sphère, siège des puissances divines de l'intellect. Au-dessus, c'est-à-dire au 10e niveau, siège le Dieu inengendré. Cette structure cosmique est figurée dans les tablettes astrologiques de Grand, retrouvées dans un petit village des Vosges en 1968. Ce diptyque d'ivoire, apporté d'Égypte dans la Gaule romaine au IIe siècle de notre ère, montre le ciel visible où trônent au milieu le soleil et la lune, en dessous de l'Ogdoade, la 7e sphère. On s'élève ensuite directement au niveau du zodiaque, dans la 8e sphère. Le cercle extérieur est l'Énéade, la sphère du tout, qui contient les 36 décans, qu'on appelle aussi les horoscopes, c'est-à-dire les surveillants de l'instant. Ce sont de
redoutables aiguilleurs du ciel qui disputent à tous les luminaires chacun des mouvements de leur course. Le livre idéal de Thoth superpose donc à la fois macrocosme et microcosme, structure du monde et structure mentale. Dans une lettre apocryphe à un mage perse nommé Osron, le sage égyptien Pébéchios exprime comment, sur ordre de Pharaon, les savants ont réussi à déchiffrer les stèles sacerdotales de Thoth, gravées avant le déluge et protégées par de redoutables sortilèges. Pharaon construit alors un nouveau sanctuaire doté de 7 portes en enfilade, comme les 7 métaux et les 7 planètes. Sur la 7e porte, il fait peindre le serpent Ouroboros, qui se dévore la queue pour figurer la cohérence de l'univers. Quiconque voudra connaître les secrets de Thoth devra pénétrer dans le temple en passant les 7 portes, c'est-à-dire en s'élevant par la pensée ou par l'introspection méditative jusqu'au dernier ciel, au-dessus des sphères planétaires. C'est un point assuré, plein d'admiration, que le haut et le bas n'est qu'une même chose, pour faire d'une seule en tout le monde enclose des effets merveilleux par adaptation. Cette traduction en vers de la table d'émeraude, effectuée en 1621 d'après l'arabe par Clovis Esto de Nuisement, résume le sens de la quête du livre selon Hermès Trismégiste. Comprendre comment l'infinie multiplicité du tout est sortie de l'un et par quel processus mental on peut à nouveau concevoir et même éprouver soi-même par l'exploration introspective le retour à cette unité primordiale. Voici comment Hermès décrit cette expérience bouleversante. Hausse-toi jusqu'à la grandeur sans mesure, affranchis-toi du corps et transcende toute durée, deviens éternité. Persuade-toi que rien n'est impossible. Pense que tu peux tout saisir par ton intelligence, tout art, toute science, le comportement de tout être vivant. Deviens plus haut que toute hauteur, plus bas que toute profondeur. Rassemble en toi les sensations de toute créature, du feu, de l'air, du sec et de l'humide. Figure-toi que tu es partout, sur terre, en mer, au ciel, que tu n'es pas encore né, que tu es dans le ventre, jeune homme, vieillard, que tu es mort, que tu es au-delà de la mort. Conçois dans ton intelligence tout cela d'un seul coup. Par définition, la sagesse hermétique porte sur un savoir caché qui perce l'apparence illusoire des choses et remonte jusqu'à l'essence, qui découvre des liens de sympathie entre toutes les parties de l'univers et tous les niveaux d'existence, de l'immense à l'infime, du plus humble au plus élevé. La clé de ce déchiffrement est le retour au principe, au processus constitutif du monde. Un tel savoir est à proprement parler déstabilisant. Il remet en cause la fixité des genres, la distinction des espèces, la singularité des individus. Il aspire au rétablissement de la fluidité primordiale qui permit le passage de l'un au tout, et du même coup, il postule la possibilité de revenir du tout à l'un. Si le secret s'éventait, si n'importe qui pouvait en user à son gré, rompant les lois de la nature et l'implacable nécessité astrale qui maintient et régit notre monde, l'univers se désintégrerait sous nos yeux. Et pourtant, je me risque à dire que l'occultisme n'est qu'un trait accessoire du discours hermétique. L'important consiste dans la réflexion
sur la place de l'homme dans l'univers et sur le fonctionnement de l'intelligence humaine. Certes, nous sommes encore à 1000 lieues, ou plus exactement à 15 siècles, de la révolution copernicienne et de la philosophie critique de Kant, prélude indispensable au développement des méthodes expérimentales. Pour Hermès, l'homme et la terre sont encore au centre d'un univers fini, engoncé dans l'armature des sphères célestes. Mais en opposant clairement la raison discursive à l'intuition globalisante de l'intellect, Trismégiste s'entraîne déjà en imagination à effectuer mentalement toutes les expériences qui ne pouvaient encore à son époque être réalisées matériellement. Bien plus, l'alchimie hermétique plébiscitée par la science arabe ouvrait les voies d'une recherche sur la matière inerte qui s'adapterait plus tard aux réflexions sur le vivant et même à la médecine expérimentale. On retiendra que le mot alchimie dérive de Kémé, le nom égyptien de l'Égypte. Oui. C'est l'indice que la littérature hermétique expose un mythe égyptien de l'intelligence. Concrètement, le livre original de Thoth est inaccessible. On n'atteint jamais que partiellement, à travers l'écho que suscitent dans la conscience ces lointains reflets, les écrits grecs de Trismégiste et de ses disciples. Ce n'est pas un hasard si la redécouverte de ces écrits a bouleversé le paysage mental des dernières décennies du Quattrocento. Sous leur écorce nilotique, ésotérique et mythologique, les enseignements hermétiques inaugurent de nouveaux concepts qui ont fertilisé la pensée philosophique moderne et contemporaine. Je vous remercie. Merci beaucoup de ce saut quantique que nous avons fait. Vous vous souvenez que nous avions remarqué pour les conférences précédentes que la plupart des conférenciers, sans s'être concertés, étaient d'accord sur le fait que la sagesse était quelque chose de très concret, de très terrestre et en fin de compte accessible à tous. Et aujourd'hui, nous avons fait un saut dans un autre univers qui est vraiment le fruit de cette découverte extraordinaire des manuscrits de Nag Hammadi, si bien recherchés par M. Mahé, et donc avec une sagesse qui est cette fois transcendantale, si l'on peut dire, mais quand même qui se distille en quelque sorte goutte à goutte jusqu'à la terre. Nous sommes dans un tout autre domaine. Y a-t-il donc des questions à ce propos, des discussions? Vous avez un micro à côté de vous, il vous suffit de pousser. Oui, donc nous contre logos, n'est-ce pas? Y a-t-il peut-être, pour vous laisser le temps de réfléchir quelques secondes, je peux me permettre de demander à M. Mahé, que pensez-vous vraiment toujours dans cette querelle des sources en quelque sorte, cette pensée hermétique peut-elle être ramenée à des sources égyptiennes discernables que nous n'avons plus, ou est-ce vraiment une sorte de création dans l'atmosphère égyptienne? Écoutez, en ce qui concerne, il y a un problème chronologique qui est fondamental. Si vous voulez, les écrits hermétiques s'étalent sur 3 siècles avant et 3 siècles après. Alors, 3 siècles avant, c'est un célèbre traité d'astrologie hermétique qui a été fait certainement en Égypte et qui combine en quelque sorte le système des décans, qui est purement égyptien, au système du zodiaque qui est mésopotamien, bien entendu. Alors, ça suppose une synthèse
qui s'est opéré à l'époque de Cambyse, à l'époque de l'invasion perse, et qui ensuite a prospéré sous l'époque hellénistique. Donc là, si vous voulez, d'abord nous sommes au IIIe siècle dans l'Égypte avant notre ère et dans l'Égypte ptolémaïque. Donc cette Égypte-là est encore proche des sources pharaoniques. Hein, n'oubliez pas le conte qu'on a cité au début sur un papyrus démotique qui date justement de la même date que ce livre astrologique d'Hermès, le livre Hermétisme. Alors nous avons aussi, mais sous une forme uniquement fragmentaire, des écrits hermétiques, alchimiques d'Hermès. On a à peu près une cinquantaine de fragments qui ont été repêchés par Festugière dans des alchimistes beaucoup plus tardifs, transmis par des manuscrits beaucoup plus tardifs. Mais il ne faut pas confondre, la date du manuscrit et la date de composition de l'écrit. Et donc, il semble que Hermès n'ait inventé aucune alchimie particulière, mais qu'il ait eu l'idée d'appliquer les principes alchimistes qui concernent uniquement la matière inerte, si vous voulez, de se dire qu'on peut se transformer soi-même intérieurement comme on peut transformer les métaux. Hein. Donc on peut s'améliorer, si je puis dire, mentalement en pratiquant l'alchimie à titre d'entraînement pratique, si vous voulez. Et puis alors, les écrits philosophiques dont nous avons parlé aujourd'hui, ce sont des écrits qui datent du IIe et du IIIe siècle, c'est-à-dire d'une époque où, évidemment, je ne suis pas spécialiste de la question, mais où quand même les grands sanctuaires égyptiens sont en train de vivre leur dernier moment, où l'écriture hiéroglyphique n'est plus quelque chose de tellement actuel. Et en tout cas, il y a des mots, vous voyez, dans les mots hermétiques, j'ai parlé de maison de vie. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maison de vie a été traduit, d'après le grec, en copte. Et que le traducteur copte le dit bien, Peranesh, où il y a différentes variantes, et ça donne bien un mot égyptien, et il doit savoir ce que c'est. Hein. De même, il décrit l'esplanade d'un temple. Il emploie un mot particulier, Pawope, qui a été authentifié par les égyptologues. Donc il sait un certain nombre de choses sur l'Égypte ancienne. Mais il ne sait pas, je ne crois pas, qu'il ait lu qu'il ait lu des textes hiéroglyphiques. Bon, il y a quand même une petite nuance qu'il faut apporter à cela, c'est que deux égyptologues bien connus, Yasnov et Tsaoutchich, ont découvert et publié à deux reprises, la deuxième édition est encore assez récente, ils ont publié un livre de Thoth, qui est un livre démotique de Thoth, qui est un dialogue entre un maître et un disciple qui veut savoir ou qui aime le savoir. Et là, alors là, on est, ça c'est vraiment un ancêtre possible des dialogues hermétiques. Et un ancêtre, alors purement égyptien, parce que même si Yasnov et Tsaoutchich pensent que certains des mots démotiques du texte sont littéralement traduits du grec. Donc l'auteur connaissait le grec. Hein. Quand même, il essaye de penser en égyptien, si je puis dire. Et là, vous voyez, à mon avis, ça démolit un très célèbre travail de Festugière qui essayait de montrer que le dialogue hermétique était un dérivé du dialogue platonicien. À mon avis, pas possible. Pas possible. Le dérivé, c'est un dérivé de la sagesse, si vous voulez. C'est une espèce de pastiche tardif de la sagesse, égyptienne ancienne,
avec peut-être cette étape intermédiaire qui vient d'être, qui a été découverte à la fin du XXe siècle par Yasnov et Tsaotsich. Et donc, dans l'ensemble, quand même, il faut bien comprendre que c'est en lien direct avec l'Égypte, mais pas l'Égypte des pharaons, l'Égypte de l'époque romaine, c'est-à-dire une Égypte où il y a eu des influences perses, où il y a eu des influences sémitiques, où il y a eu des influences grecques et romaines, mais où il y a un certain nombre d'habitants qui ne se résignent pas à voir mourir leur civilisation. Alors, comme ils ne veulent pas que ça meure, ils ressuscitent, si vous voulez, un mythe que nous connaissons bien, parce qu'il est dans le Timée de Platon, c'est-à-dire le mythe que l'Égypte est la plus ancienne de toutes les civilisations du monde, n'est-ce pas? Et par conséquent, tout ce que Platon, tout ce que Moïse, tout ce qui vous voudrez, on peut dire de vrai sur la nature, c'est qu'ils l'ont pompé en Égypte. Et c'est pour ça que Thoth n'a aucun scrupule, enfin le Hermès Trismégiste, n'a aucun scrupule à mélanger allègrement des histoires égyptiennes, des histoires bibliques et des histoires de différentes autres provenances. Voilà, je pourrais dire. Oui, monsieur. D'abord, je vous remercie et je me réjouis que quand votre parole est libre, elle éclaire la salle, parce que le récit simplement d'une lecture, je pense qu'elle n'est pas adéquate, et que c'est de la torpeur qu'on doit sortir d'être assommé d'une telle lecture, monsieur le professeur. Donc, ceci étant dit, et en respectant votre savoir, dont on vient d'avoir un échantillonnage en vous laissant parler librement, vous devrez plus confiance à votre parole libre qu'à la lecture qui est temporisante. Qu'est-ce qu'il existe, s'il vous plaît, en termes de métaphysique réellement pharaonique, c'est-à-dire proto-pharaonique? Y a-t-il quelques sources ou quelques travaux qui ont été faits parce que ce qui manque cruellement, l'hermétisme étant qu'un phénomène ultérieur de transmission, comme vous l'avez bien expliqué, qu'y a-t-il ou existe-t-il des sources sur lesquelles on peut élaborer une étude, une réflexion sur la métaphysique, pas seulement sur l'astrologie égyptienne? Voilà la vraie question, puisque comme vous dites, aujourd'hui, toute la métaphysique procède d'une certaine manière, effectivement, de l'Égypte. Et tous les anciens l'ont reconnu. Écoutez, c'est bizarre, j'entends pas très bien ce que vous m'avez dit, mais si la question est est-ce qu'il existe une explication, n'est-ce pas, globale en quelque sorte du système hermétique, des assertions hermétiques concernant la métaphysique. C'est ça à peu près que non, pas hermétique, parce que comme vous l'avez bien mis en valeur, l'hermétisme est postérieur. 3e siècle avant et 3e siècle après. Absolument. C'est une élaboration, je dirais, tardive. On est en train de parler, justement, de ce à quoi l'hermétisme se réfère vaguement, c'est-à-dire la métaphysique pharaonique, la métaphysique proto-égyptienne. Oui. Qu'est-ce que nous avons de ça, monsieur? Je ne le sais pas. Je ne sais pas, là, vous me posez des questions qui excèdent mes compétences. Il y a presque... il y a quelques égyptologues qui ont essayé de le dire, mais je ne peux pas... Mais est-ce que, d'après vous, les égyptologues, à ma connaissance, non? Les égyptologues sont plus de l'école plutôt archéologique et linguistique. Je parle d'une approche, non pas d'égyptologues, mais de philosophes, comme Flavier de Lubitsch. Évidemment, le seul qu'on revient, c'est le Flavier de Lubitsch, que vous connaissez. C'est le seul qui donnerait cette impression. Oui. Je regrette, je ne sais pas vous répondre. Oui, nous avions abordé cette question lors de la première conférence de façon peut-être un peu... mais c'est tout à fait... c'est une question qui reste en suspens, qui le restera longtemps. Y a-t-il une autre question? Madame excusez-moi, je ne peux pas... Madame Ouslan? Oui, vous pouvez appuyer. Oui. Alors déjà, merci beaucoup pour cette intervention que vous avez eue. Et surtout, je souhaiterais éventuellement éclairer monsieur qui a posé une question qui est très intéressante.
à savoir pour avoir des choses concrètes par rapport du coup au temps des pharaons très anciens. C'est effectivement, les sources sont très difficiles à trouver, les textes sont compliqués étant donné que c'est du proto-égyptien, du copte et autres, ça oui. Le mieux pour comprendre les textes comme celui qui a été présentement lu, c'est d'étudier la neuroscience. À savoir, par exemple, dans l'Hermès Trismégiste, excusez-moi pour la bavure, il y a notamment la conception et la création de l'esprit par l'être humain. En neurosciences, le cerveau humain ne fait pas la différence entre une chose qu'il va s'inventer et un vécu. Et pour comprendre les Égyptiens, l'Égypte antique et tout, il ne faut pas hésiter à se rapprocher notamment de la neuroscience, de la métaphysique également, mais à moins d'avoir un accélérateur de particules, je vous déconseille de trop aller dans cela. Merci beaucoup de cette voix que nous... Et y a-t-il d'autres interventions ? Si vous me permettez, M. Maillet, je trouve cette découverte de Grand absolument fascinante. Vous avez d'ailleurs présidé un cahier de... C'était archéologien, je crois, à propos sur le... Oui, la découverte... A-t-on une idée de la façon dont c'est arrivé là, dans les Vosges, Hermès dans les Vosges? C'est très amusant, l'histoire de Grand. Donc, si vous voulez, Grand se trouve dans les Vosges, et sur un itinéraire que les empereurs de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire au tournant du IIIe et du IVe siècle, prenaient pour se rendre en Allemagne et combattre les Goths. Et alors, ils devaient sacrifier à la divinité locale qui était une déesse des eaux. Et s'ils préparaient convenablement, et j'oserais ajouter fastueusement, leur sacrifice était suivi d'un miracle qui prouvait que les dieux les approuvaient, ce qui était toujours utile avant d'aller faire une campagne en Germanie. C'est-à-dire qu'au moment où ils offraient le sacrifice, tout à coup, il y avait des eaux qui se mettaient à jaillir d'un bassin sacré. Alors, on a enregistré les faits jusqu'au jour où des archéologues du dimanche, c'était dans les années 60, ont commencé à creuser un puits qui était d'époque romaine, je pense. Il avait dû être comblé au IIIe siècle de notre ère. Et d'habitude, ils en avaient creusé des dizaines et des dizaines de cette façon-là, parce qu'il y en avait beaucoup autour du bassin. Mais là, il se trouve que le bassin s'était effondré au fond, le revêtement du bassin, du puits, s'était effondré au IIe siècle, ce qui veut dire qu'on avait la couche authentique du premier et avant, en dessous de l'effondrement. Et c'est là qu'ils ont trouvé cet objet, dont l'explication se trouve dans l'histoire égyptienne également, du roman d'Alexandre. Vous savez que le père d'Alexandre, selon ce roman, n'est pas Philippe de Macédoine, mais le dernier roi d'Égypte, Nectanebo, et qui s'est fait passer pour Zeus Amon de façon à tromper la reine Olympia et à devenir le père d'Alexandre, n'est-ce pas? Alors, pour la tromper, il s'est déguisé, avant d'apparaître comme le dieu Amon, il s'est déguisé en magicien ambulant et il a apporté 2 jeux d'échecs, comme ça, en ivoire. Et donc, il les a déployés, il a sorti des petits sacs qui étaient pleins de pierres précieuses de différentes couleurs, représentant les corps célestes. Et il a dit à la reine, dis-moi quand tu es né, etc. Et il lui a fait, si vous voulez, la conjoncture astrale au moment de sa naissance. Et il lui a dit, oh, je vois des choses extraordinaires, tu seras mère d'un demi-dieu, etc. Enfin, il lui a raconté toutes sortes de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait probablement un diseur de sorts qui travaillait sans autorisation
sur le chemin qui menait du temple au bassin sacré. On lui a confisqué ses jouets, on les lui a cassés et on les a jetés au fond du puits pour l'empêcher de continuer son commerce illégal. Et quand on a eu trouvé cet objet, alors les EDF, qui exerçait son mécénat sur le site, était justement en train de construire les premières centrales nucléaires. Et ils ont utilisé les endoscopes qui permettent de surveiller la fusion dans les grandes cuves des centrales pour sonder tous les trous, tous les puits, comme ça. Et ils ont photographié le sous-sol et ils ont démontré, ou ils ont reconstitué l'ingénieux mécanisme qui permettait de truquer les consultations des oracles à Grand. Donc c'est une histoire qui est tout à fait amusante, mais enfin qui a donné des objets qui sont... enfin, il y a d'autres objets comme ça dans le monde, mais il n'y en a aucun qui soit... D'abord, ce n'est pas des échiquiers, c'est des grandes stèles en marbre. Et il n'y en a aucune qui soit aussi complète que cela. Donc c'est une... Et alors, donc moi, je me suis intéressé à ça parce qu'il y a un traité hermétique qui décrit exactement cette stèle. Merci beaucoup. Ça nous rappelle un peu le devin d'Astérix. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons peut-être finir sur cette anecdote édifiante et vraiment intéressante. Et en vous remerciant. Monsieur Mahé, et donnant rendez-vous au 13 juin prochain pour la conférence de Monsieur Pierre-Sylvain Fillosa. Nous irons vers l'Inde cette fois et la Bhagavad Gita. Merci beaucoup. À la semaine.